Madame la ministre, chère Isabelle Rome, monsieur l'adjoint au maire, chers amis des entreprises alliées, qui êtes ici présents au bivouac ou à distance derrière l'écran. Le bivouac, c'est symbolique de vous accueillir pour cette manifestation ici, parce que c'est un lieu de co-création, créé il y a plusieurs années à Paris, très innovant, qui réunit tous les métiers du groupe BNP Paribas qui veulent créer de nouveaux produits, de nouveaux services utiles pour nos clients, qu'ils soient corporate ou qu'ils soient particuliers. Promouvoir la diversité et l'inclusion chez BNP Paribas, cela passe d'abord par des prises d'engagement forts, à la fois pour nos collaborateurs, nos clients et nos parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous avons été en 2015 la première banque française à signer la charte de l'autre cercle. Et ce n'était pas anodin. Je me souviens à l'époque, en tant que membre du COMEX de la banque, que nous avons reçu des milliers de mails insultants. Des milliers de mails insultants, nous poussant à reculer. Et nous n'avons pas reculé. Mais depuis, que de chemin parcouru. Première chose, et je vois nos amis de Pride là, qui sont là, et c'est pour moi un petit peu émouvant, puisque aujourd'hui, des dirigeants, des collaborateurs de BNP Paribas sont nommés en France, à l'international, dans les éditions de rôle modèle et alliés LGBT+, au travail. En France, à l'initiative de ce beau réseau Pride, nous avons été récemment, par exemple, nous avons pris l'initiative de créer une carte, modèle de carte bancaire, avec l'option à chacun son image qui permet à tous les clients de disposer d'une carte bancaire au visuel LGBT+, sachant qu'une partie de la cotisation est reversée à SOS Homophobie. De la même façon, nos réseaux Pride, ils sont plus de 20 présents dans 20 pays aujourd'hui. Il a fallu de temps en temps, Guillaume le sait, les équipes le savent, aider un peu dans des pays un peu latins, où les dirigeants n'osaient pas toujours aider ces réseaux à se constituer, mais tout ça est derrière nous aujourd'hui. Et dans ces 20 pays, nous avons ces réseaux qui œuvrent à côté de chacun d'entre nous, de nos collaborateurs et de nos clients, pour qu'ils soient respectés et qu'ils bénéficient d'une égalité de traitement. L'homophobie, la biphobie, la transphobie n'ont pas leur place dans notre entreprise, tout comme le sexisme, le racisme, l'antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Ces engagements sont très importants pour le groupe, pour BNP Paribas, car il est essentiel pour nous de contribuer à un environnement professionnel dans lequel chacun puisse s'intégrer et s'épanouir. Ce sont en effet les différents points de vue ou expériences, les idées complémentaires et les compétences variées qui font de BNP Paribas une entreprise où il fait bon travailler, et ce lieu est symbolique de cette volonté et de la réalité de cette volonté. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui s'engagent ou nous ont aidés à progresser, l'association L'Autre Cercle, son président, qui prendra la parole juste après moi, Catherine, la porte-parole nationale qui a organisé tout cet événement, et enfin, toutes celles et ceux, LGBT+, alliés, qui créent un environnement respectueux et bienveillant pour tous. Je suis devenu l'an dernier directeur général délégué du groupe et j'ai accepté avec fierté de devenir le parrain du réseau Pride. Nous, dirigeants de groupe, devons faire preuve d'exemplarité sur ce sujet pour que tous nos managers, le sujet est de diffuser, et que les managers de proximité se sentent aussi investis dans la mise en œuvre de nos politiques de diversité et d'inclusion. Et parce que l'actualité nous rappelle chaque jour qu'aucun droit n'est jamais acquis, il faut absolument rester vigilant. C'est la raison pour laquelle je me réjouis aujourd'hui, en tant que dirigeant effectif du groupe BNP Paribas et parrain de notre réseau Pride, de signer à nouveau la charte de l'autre cercle. Cher Denis, je vous laisse la parole. Monsieur Thierry Laborde, directeur délégué général de BNP Paribas, merci pour votre accueil au bivouac, rue Rossini. Madame Isabelle Rome, ministre déléguée auprès du Premier ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité et l'égalité des chances. Mesdames, Messieurs, les signataires de la charte d'engagement de l'autre cercle, Mesdames, Messieurs, en vos qualités, grades et qualités qui sont présents et à distance sur nos écrans. Aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022, vous êtes 26 signataires
candidat à la resignature de la charte d'engagement de l'autre cercle, pour affirmer à nouveau votre engagement en faveur de l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Avant de commencer cette cérémonie, je voudrais, en guise de propos liminaire, partager avec vous quelques chiffres sur l'inclusion des personnes LGBT qui sortent du baromètre de l'autre cercle réalisé avec l'IFOP en 2022. La situation n'est pas rose. 30% des personnes LGBT ont été victimes au moins d'une agression LGBT-phobe dans leur organisation. Ce chiffre a progressé de 4 points en 2 ans. 26% des personnes LGBT ont été victimes de discrimination de leur direction. Ce chiffre a progressé, lui, de 6 points en 2 ans. On peut comprendre facilement pourquoi seulement une personne LGBT sur 2 ose être visible ou sont invisibles, parce qu'elle veut éviter de passer du temps à s'exposer, à perdre de l'énergie, à cacher ce qu'elles sont, parce qu'elle ne veut pas être exposée et prendre ce risque-là. Donc, resigner la charte de l'autre cercle, c'est réaffirmer votre responsabilité pour assurer un environnement inclusif et épanouissant pour les personnes LGBT au sein de vos organisations, et de refuser le gaspillage du potentiel de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, et aussi prévenir des risques psychosociaux afférents. Pour mémoire, je rappelle que la population LGBT active, si on fait un calcul rapide, c'est 8% de la population, 27 millions de personnes actives. Donc, nous représentons, les personnes LGBT en France, 2 millions de personnes actives, ce qui représente la population de Paris. Donc, vous signataires, vous avez le pouvoir de changer la vie de l'équivalent de la population de Paris. C'est important. Je souhaitais aussi partager avec vous quelques actualités internationales, autant stupéfiantes qu'inquiétantes. Après s'être attaqué à la loi, au droit divergé, les juges de la Cour suprême des États-Unis souhaitent renverser maintenant les arrêts qui rendaient l'homosexualité, qui va rendre l'homosexualité interdite dans 9 États. Ils souhaitent aussi renverser des arrêts qui autorisent aujourd'hui la contraception et le mariage pour les couples de même sexe. Je sais bien que nous ne sommes pas aux États-Unis, mais certains d'entre vous, signataires, opèrent aux États-Unis et dans certains autres pays en Europe, où les droits des personnes LGBT régressent à la vitesse de la crise économique, politique que nous traversons actuellement. Cette période doit nous rappeler que les libertés acquises sont fragiles et que les droits obtenus aujourd'hui peuvent toujours être remis en cause demain. Gardons toujours à l'esprit ce que disait Simone de Beauvoir à propos des droits des femmes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilant durant toute votre vie. Eh bien, ce qui est valable pour les femmes me semble conjointement valable aussi pour les personnes LGBT+. Resigner la charte de l'autre cercle, c'est continuer à veiller à l'égalité des droits et de traitement des personnes LGBT+, au sein de vos organisations. Resigner la charte d'engagement de l'autre cercle, c'est reconnaître pleinement votre influence pour faire évoluer la culture de vos industries. Resigner la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, c'est aussi porter au-delà de nos frontières les valeurs françaises d'universalité et d'ouverture dans les pays où vos activités économiques sont implantées. Mais ne nous méprenons pas par vos convictions personnelles. Seules, en tant que leaders d'organisation, elles ne ruisselleront pas comme par magie dans l'ensemble du corps social ou de la population française après signature. Pour que vos déclarations continuent à avoir un impact sur le comportement de chacun et de chacune, elles nécessitent le maintien d'un dispositif pédagogique ancré dans le quotidien de vos collaborateurs et de vos collaboratrices et d'un investissement permanent et un accompagnement du changement qui doit résister au renouvellement des équipes dirigeantes de vos organisations. Continuez à former, sensibiliser l'ensemble des dirigeants et des managers, ainsi que l'ensemble des personnels, à la prise de conscience des stéréotypes, des préjugés et des préjudices sur la performance de l'organisation, la performance de l'individu et l'impact sur leur santé. Et je rappelle que l'autre cercle est à vos côtés
pour vous aider à développer et entretenir ce dispositif. Le renouvellement de votre engagement est précieux et je vous en remercie au nom de l'autre cercle, au nom de l'ensemble des personnes LGBT+, au nom de leurs alliés, au nom de leurs familles et au nom de leurs amis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse, pardon pour le masque, hein, mais principe de précaution, ça marche aussi, juste pour la Covid. Je suis très heureuse, évidemment, de ce moment. Denis a dit beaucoup de choses et évidemment, on les partage parce que c'était l'une des raisons de cette idée de création de cette charte, qui n'est pas venue comme ça d'une idée un peu folle qu'ont parfois des militantes et des militants associatifs, et en fait est venue d'une personne qui était chez Accenture. Et je laisserai la parole tout à l'heure à Jacqueline Averdrose, la DRH, qui dira un petit mot pour Olivier Girard, le président d'Accenture, qui ne pouvait pas être présent parce qu'en déplacement à l'étranger. On a co-construit cette charte avec des entreprises parce que en 2012, c'est encore extrêmement compliqué. Je ne vous cache pas, ça l'est encore. Mais c'est extrêmement compliqué, même dans des organisations comme les vôtres, de pouvoir parler aussi simplement de ce sujet-là. Et que pour les responsables diversité qui ramaient un petit peu, si je peux permettre l'expression, et on l'appelle maintenant responsable diversité et inclusion, puisque l'inclusion est vraiment devenu le terme le plus cohérent pour reconnaître effectivement l'existence des personnes dans toute leur singularité. Pour autant, c'est encore très compliqué et ils avaient une espèce de plafond de verre. Hein. Les femmes ont un plafond de verre, comme vous le savez. Les personnes noires, maghrébines, africaines ont un plafond de verre. Les personnes LGBT+, ont aussi un plafond de verre. Et donc finalement, l'idée d'une charte dans laquelle on mettait des mots qu'on ne prononçait pas vraiment beaucoup, qu'on ne mettait pas véritablement dans les intranets ou encore sur les sites internet, les mots de lesbienne, homosexuelle, bisexuelle, transgenre. Le simple fait de citer les critères de la loi, orientation sexuelle, qui pourtant dans le traité d'Amsterdam depuis 2006, donc quelque chose qui existait vraiment dans le corpus juridique européen, puis l'identité de genre qui était reconnue comme telle, tout ça était encore extrêmement compliqué et prononcer les mots était déjà extrêmement difficile. Et c'est parce que c'est tellement d'ailleurs compliqué de prononcer les mots que beaucoup de personnes ne se rendent pas visibles. Et que si aujourd'hui l'autre cercle a lancé l'édition des rôles modèles, rendez-vous le 12 octobre, c'est aussi pour permettre l'émergence de personnes qui, dirigeantes et dirigeants, gays, lesbiennes, bi ou trans, qui sont à l'aise et qui montrent qu'on peut réussir sa vie en étant soi-même. À côté de ça, les alliés sont aussi importants. Et donc vous êtes les alliés aujourd'hui. Pour un certain nombre d'entre vous, je ne ferai pas de dévoilement. Évidemment, votre orientation sexuelle, je ne m'autoriserai pas. D'abord, je ne la connais pas obligatoirement. Mais c'est ce que disait Denis tout à l'heure, la question des alliés. Quand un dirigeant ou une dirigeante cite une charte, et ça a été le point essentiel de la construction de cette charte, quand c'est signé au plus haut niveau, ça dit aux personnes concernées, je sais que vous existez, vous n'êtes peut-être pas visible. Peut-être que c'est compliqué pour vous aujourd'hui, mais si vous avez besoin, parce que vous avez un problème localement, de pouvoir activer quelque chose, contacter des RH ou cellules d'écoute, ou un réseau interne, quand on a la chance d'avoir un réseau interne LGBT+, vous pouvez le faire. Ça dit aussi aux personnes de pouvoir activer des droits. Nous avons 2 enquêtes, entre le baromètre IFOP Autre Cercle, l'enquête Voilà sur la question de l'invisibilité des lesbiennes, où on constate qu'une grande partie des personnes aujourd'hui n'osent pas activer des droits tout simples qui sont mettre son conjoint, sa conjointe sur les mutuelles, prendre son congé de paternité ou de maternité, le congé d'accueil de l'enfant, prendre son congé pour le Pacs ou un mariage, qui est un moment de bonheur qu'on a envie de partager. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, les chiffres sont très nombreux, on n'a pas le temps aujourd'hui. Cependant, ce travail de charte, de construction, ça dit aussi à votre environnement, aux équipes sur le terrain qui ne sont pas allées sur le sujet, qu'on n'acceptera pas au plus les comportements inappropriés. Et c'est aussi un point important pour nous dans le point 4 de la charte. C'est que vous, en tant que dirigeante et dirigeant, ou représentant de vos dirigeants, vous venez signer cette charte. Vous avez aussi cet engagement personnel auprès de vos pairs, dans vos organisations. Moi, j'adore quand on a un DG, au hasard celui qui nous accueille aujourd'hui, qui, dans un cénacle de chefs d'entreprise, pas dans un environnement de diversité sociétale et autres, explique pourquoi, pour lui, c'est essentiel de signer la charte, même en ayant reçu 11 000 mails d'insultes. Et que ça fait partie des engagements, et c'est à vous, et c'est souvent par vous d'ailleurs, par vos signatures, parmi tous les anciens, ici nous avons des acteurs historiques qui signent, de pouvoir dire à leur environnement, venez travailler. Signez avec nous ou pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet. En revanche, soyez très clairs dans vos propos. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Et puis, normalement, nous avons Jacqueline Averdrose, la DRH France d'Accenture, qui est en ligne. Et ben voilà, elle est là. Et là, bonjour Catherine. Bonjour Jacqueline. Merci. Bonjour à tous.
Je suis ravie de représenter Accenture et Olivier pour cette signature collective de la charte de l'autre cercle. Et t'en parlais un petit peu déjà, Catherine, mais donc pour la petite anecdote, c'est un projet qu'on a co-construit avec l'autre cercle en 2012 et qui avait pour objectif donc de mettre le sujet de l'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise sur la table des employeurs. Et avec plusieurs de nos clients de l'époque, plus 9 je crois, l'idée de cette charte a rapidement émergé. Et donc on a réuni une centaine de personnes pour réfléchir autour de ça et tous ensemble au contenu de cette charte. À l'époque, je n'étais pas DRH, mais j'étais déjà chez Accenture et je suis très fière de cet engagement d'Accenture. Et je sais que Olivier Girard, donc notre président France, ainsi que tous les membres de notre COMEX sont très fiers aussi et se réjouissent que cette charte prend tant d'ampleur et se fortifie dans le temps. C'est tellement important. Donc on a re-signé la charte pour une première fois en 2019 lors du changement de notre présidence France. Et donc la semaine dernière, Catherine, tu étais là et on a re-signé la charte pour une troisième fois. Et donc, comme on dit souvent, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et on doit être réaliste, et c'est ce qu'on voit aussi dans le baromètre et tout ce que tu nous as partagé la semaine dernière, Catherine. Il reste énormément à faire dans le monde et dans le monde de l'entreprise surtout. Je suis persuadée que tous ensemble, on peut aller très loin et on peut avoir un impact positif pour mener les meilleurs projets encore. Donc bravo à tous, bravo aux re-signataires et merci pour votre engagement. Alors, nous allons commencer la séance. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en aparté, le rythme va être très, très significatif. Donc d'abord, les signataires qui sont présents dans le studio, et puis j'appellerai au fur et à mesure les signataires à distance, qui seront à un moment donné pris en gros plan. Et alors, Raphaël Benamou... Voilà, je voudrais juste te dire qu'il y a un petit mot avant. Ben, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais franchement, c'est nul. Madame la ministre, franchement, venez, bien évidemment. C'était tellement acquis que vous aviez parlé, etc. Je vais parler à la fin. Souvent, les ministres viennent pour conclure, c'est pour ça. Et oui. Dans mon subconscient, ça a dû être ça. Je suis vraiment désolée. Merci, je vous en prie. merci. Bien, monsieur le directeur général, cher Thierry Laborde, tout d'abord, merci de votre accueil dans ce lieu magnifique de lumière et d'ouverture, et ça fait du bien d'avoir des lieux comme ça aujourd'hui. Monsieur le Président, cher Denis Triet, Madame la porte-parole, chère Catherine Tripon, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir convié ce matin à cet événement important pour vous, mais aussi pour nous. Le combat pour la reconnaissance des droits et la lutte contre les discriminations anti-LGBT+, est un combat éminemment républicain. Ce combat, qui plonge ses racines au siècle passé, vise à bâtir une société plus humaine, plus juste, plus égalitaire. Ce combat, déjà entamé, a conduit notre société à évoluer, à progresser, à s'améliorer. Ce combat nous a tirés collectivement vers le haut, car les droits fondamentaux ne se divisent pas. Je pense que c'est vraiment important que nous gardons bien cela en tête. Les droits fondamentaux ne divisent pas, ils sont inaliénables. Tout comme les êtres humains, par-delà leur orientation sexuelle ou identité de genre, ne se hiérarchisent pas. À la place qui est la mienne aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que je suis très fière aujourd'hui de participer à l'écriture de ce combat à vos côtés, car ce combat républicain pour la liberté, la fraternité, l'égalité demeure un combat contemporain. L'actualité nous le rappelle à intervalles réguliers, ce combat n'est pas clos. Les progrès que nous avons réalisés ne doivent pas nous éblouir, en plus, ils restent encore très perfectibles. Ils n'abolissent pas les discriminations ni les violences qui touchent les personnes LGBT+, et en raison de la distorsion entre les droits affichés et les droits vécus au quotidien, les personnes LGBT+, peuvent encore
trop souvent se sentir à la marge de notre société, voire invisibilisées. Et vous l'avez très bien rappelé, Catherine Philippon, on n'ose pas prendre un congé, on n'ose pas prendre son congé de paternité ou de maternité, oui. Et l'invisibilisation, rappelons-le, est la sœur jumelle de l'exclusion. Donc, mesdames et messieurs, les entreprises ne sont pas étanches aux évolutions de nos sociétés, bien au contraire. En tant qu'organisations humaines, elles en sont bien souvent le reflet, avec leur lot d'imperfections. Oui, les LGBT-phobies sont une réalité dans le monde professionnel, une réalité qu'il est important de mesurer, et c'est pourquoi je tiens à féliciter l'autre cercle pour la nouvelle édition de ce baromètre réalisé avec l'IFOP. J'en ai un d'ailleurs qu'on m'a donné déjà, et j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un outil très précis et très précieux. De même que j'ai pu le faire d'un poste antérieur au ministère de la Justice, mesurant la place des femmes au sein de l'institution judiciaire, un baromètre, c'est toujours utile, parce que si l'on ne mesure pas, eh bien, on ne voit pas, et donc on ne peut être ni reconnu ni protégé. Or, les LGBT-phobies sont souvent moins visibles que d'autres formes de discrimination dans l'emploi. 5 ans après la première édition de votre baromètre, quels enseignements donc pouvons-nous tirer collectivement ce matin? Comme vous le mentionnez, force est de déplorer que la visibilité des personnes LGBT+, dans leurs organisations stagne plutôt. Cette visibilisation se traduit par des actes quotidiens extrêmement concrets, mais qui peuvent parfois s'ériger en barrières invisibles. Par exemple, alors qu'une personne hétérosexuelle évoquera sans se questionner son compagnon ou sa compagne autour de la machine à café, 7 personnes LGBT+ sur 10 ne mentionnent pas le sexe de leur partenaire de travail. Ce n'est pas anecdotique. Ne pas être soi, se cacher, raconter une histoire, c'est toujours une forme de drame, une déchirure intérieure et je pourrais même dire une sorte de violence. Il y a des conséquences à cela, parfois lourdes, un poids trop important qui peut avoir des répercussions professionnelles, sociales, psychologiques ou médicales. Une autocensure qui peut conduire à l'exclusion. Ainsi, là aussi de manière très concrète, votre baromètre révèle que 4 personnes LGBT+ sur 10 ont renoncé à participer à un événement informel organisé par leurs collègues ou leur organisation. Le monde professionnel peut donc être un foyer d'inégalité. Mais sans naïveté, je pense aussi que les entreprises peuvent être de formidables accélérateurs de l'inclusion. Il ne s'agit pas d'un slogan, ni d'un vœu pieux, mais pour moi d'une conviction intime. Et je sais que vous toutes et tous ici, vous la partagez également. Et vous avez rappelé tout à l'heure, cher Denis Triel, finalement la certaine analogie entre les droits des personnes LGBT+, et les droits des femmes. Eh bien, oui, il y a vraiment une similarité et surtout, il y a une similarité de ces droits, j'allais dire, dans la tête des dictateurs, dans la tête de tous les régimes autoritaires. Et je pense qu'on peut dire que lorsqu'arrive au pouvoir un régime de cet ordre, fanatiques, religieux, enfin voilà, quels qu'ils soient en tout cas autoritaires, eh bien, systématiquement, on sait très bien qui seront les premières victimes. Voilà. Je ne veux pas l'énoncer, mais voilà, on comprend très bien et que nous serons tous et toutes, j'allais dire, embarqués justement dans cette exclusion, dans ce rejet et même parfois dans une persécution. Donc, oui, ces droits ne sont jamais acquis. Nous avons eu récemment cette décision, je me permets juste d'en dire un mot parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement grave et cette remise en cause de la protection constitutionnelle donc, du droit à l'avortement donc, par la Cour suprême des États-Unis. Et je pense que nous devons considérer qu'il peut y avoir menace. Je veux dire, dans un pays comme le nôtre. Certes, nous avons la loi de 1975 qui a dépénalisé l'avortement. En revanche,
il y a peut-être 10 mois ou 12 mois, je pense qu'aux États-Unis, on était loin aussi de penser qu'un jour ce droit serait menacé. Donc non, ce ne sont pas des fantasmes, oui, nous pouvons être menacés. D'où cette proposition de loi déposée visant à constitutionnaliser ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et je vous avoue que je la défendrai, que je la soutiendrai vraiment de toutes mes forces, mais que nous aurons vraiment aussi beaucoup besoin de soutien. Je voulais faire cet aparté, pardonnez-moi, mais je trouve que les combats sont tout de même bien similaires. Permettez-moi dès lors de remercier de manière appuyée les équipes de l'autre cercle. Le travail que vous accomplissez et qui repose sur l'engagement des bénévoles est extrêmement important et il permet d'accompagner les entreprises sur le chemin de politique RH plus inclusive. Votre charte d'engagement, lancée il y a 7 ans et qui nous réunit ce matin, constitue un outil extrêmement efficace pour faire bouger les lignes et vous nous avez rappelé son histoire, son écriture, sa constitution et c'est bien ce que révèle aussi la dernière édition de votre baromètre. Je n'en suis pas surprise car votre charte n'est pas seulement une déclaration d'intention pour cocher une case dans un rapport RSE, votre charte engage ses signataires. Monsieur le directeur général, et je suis tout à fait d'accord, vous avez parlé d'exemplarité des dirigeants et je pense que ça passe toujours par là, exemplarité des dirigeants, signature au plus haut niveau et puis je rajouterais, mais je sais que ça fait partie certainement de votre ADN, ne jamais rien laisser passer dans les équipes. Voilà. Quand on laisse passer, c'est finalement tout un climat qui peut s'installer au sein d'une équipe et après c'est trop tard. J'aime bien citer Michel Serres qui disait il faut savoir choisir son rire. Et d'autres ont pu dire qu'on pouvait rire de tout. Mais moi, j'aime quand même bien Michel Serres parce que quand ce sont toujours les mêmes qui rient et toujours les mêmes qui se sentent offensés, alors là, il y a problème. Et je trouve que c'est un bon procédé pour se dire là, ça dérape et je ne laisse pas passer. Voilà, donc pour revenir à votre charte, je fais beaucoup d'apartés. Voilà. Elle induit que donc tous les signataires, et donc je suis heureuse d'être parmi vous donc ce matin, que tous les signataires donc eh bien mettent des plans d'action très concrets. Hein, il ne s'agit pas seulement de déclarations d'intention et qui s'inscrivent dans une démarche pérenne. Voilà, c'est pas one shot, mais une démarche pérenne. Et je suis convaincue que c'est à travers ce type d'outils que l'on fait durablement changer le regard de notre société sur un enjeu qui a été longtemps trop tu. Et je tiens à vous féliciter également pour le projet Voilà que soutient la DILCRA et qui vise à mettre la lumière sur les lesbiennes dans le monde professionnel. Car oui, trop souvent ignorée, l'invisibilisation des lesbiennes doit être résolument combattue. Enfin, je salue la mise en avant des rôles modèles dont vous avez fait au fil des années un rendez-vous incontournable et toujours porteur de messages bienveillants, d'ouverture et d'espoir. Au travers de toutes ces actions, vous contribuez à lever les résistances qui subsistent sur le chemin du changement culturel qu'opère notre société depuis plusieurs décennies. Votre travail s'inscrit également dans le sillon du plan national d'action pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, lancé le 14 octobre 2020 par le gouvernement et j'ai demandé à ce que soit organisé un comité de suivi de ce plan avant l'été, c'est-à-dire avant le 30 juillet. Voilà. Franck Aubry, mon conseiller, doit piloter ce travail. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes une communauté d'employeurs engagés, vous êtes à la pointe du combat pour rendre notre société plus inclusive, pour la rendre meilleure, en fait, tout simplement. La charte que vous vous apprêtez à signer à nouveau ce matin vous confère des devoirs, mais ces devoirs sont porteurs d'un message de fraternité, l'une des valeurs cardinales de notre République, et je dirais une des valeurs qui lui donne du cœur. Je vous remercie donc toutes et tous pour votre engagement et je suis très heureuse d'être à vos côtés pour ce grand moment. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'était quand même important que vous parliez quand même. Alors, on va attaquer un rythme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'appelle dans l'ordre alphabétique. Je vous donne votre charte. Vous signez à côté. Vous allez là où il y a la petite craie pour faire la photo et pendant que j'appelle l'autre signataire. Je commence donc par Anne-Laure Thomas, qui est la coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. Ici.
Alors, pensez bien, regardez effectivement la photographe et la caméra qui est là-bas. Ensuite, je prends le relais avec Pascal Tébé, qui est le membre du comité exécutif d'Alliance et Head of CEO Office. Pascal. On continuera avec Sylvie Verstraeten, Sylvie, qui est la DRH Europe du Sud d'Atos. Et puis en même temps, la caméra qui est là-bas, la petite caméra blanche, pour regarder les deux en même temps. C'est une technique, hein, c'est un coup à prendre, vous verrez. Je vais demander à Thierry Laborde de revenir. Voilà. Directeur général délégué BNP Paribas. Pareil, il y en a ici. Je vais continuer avec Franck-Philippe Georgin, qui est le secrétaire général du groupe Casino, avec ses 5 enseignes, Casino, Monoprix, Naturalia, Franprix et Cdiscount. Qui bien sûr représentait Jean-Charles Naouri. Élise Maury, DRH adjointe en charge des talents et de la diversité d'Engie, qui représentera sa directrice générale. Alex Bauer, qui est le directeur général d'IBM Consulting et exécutif sponsor LGBT d'IBM, au nom de la Béatrice Kosowski, la présidente. Voilà. Jean-Luc Odeyer, qui est donc le président fondateur du groupe GLO. Ah, pardon. Non, top. Petite erreur. Petite erreur, voilà. Il y a eu un classement, inverse. Bon, bah, du coup, tu vas aller avant, je la ferai. Donc, Jean-Luc Odeyer, président fondateur du groupe GLO. Jean-Charles Jay, qui est l'associé du cabinet Linkletters et qui représente Bertrand Andriani. Suivi par Brice Van de Waal, qui est le directeur général de Mastercard France. Je vais inviter Isabelle Bastide, présidente de Page Group, qui regroupe les marques Michael Page et Page Personnel à signer. Pierre-Gaël Chantreau, qui est le président directeur général responsable des activités de Nokia France. Patrice Moreau, le président de PwC. Si. Aurélia Chorin, qui est la DRH ressources humaines France Benelux de Starbucks. J'appelle Arnaud Bozon, qui est le directeur général adjoint en charge des relations humaines et RSE du groupe TF1. Un petit raccourci. Alors, il n'est pas là, Bruno. La foresterie, il n'est pas là. Bruno, la foresterie, ne vient pas? Ok, bon, alors. Et nous avons Stéphanie Sanlis, qui représente Elisabeth Laville. Stéphanie Sanlis, qui est en charge de l'engagement de l'agence Utopie. Et nous allons continuer avec les signataires en ligne, parce qu'on est capable de faire ça aussi. Alors, j'invite Milou Benaouda,
qui est directeur général. Pardon. Non, on va commencer par Patrice Tison, directeur général adjoint des ressources humaines d'Air France. Alors, on fait la photo effectivement quand vous montrez la charte, mais après on fera une photo groupée. Je vais appeler, parce que je vois qu'il y a une petite contrainte technique, Christelle Edman, qui est la CEO d'Orange. Attendez qu'on vous passe à l'écran. Petit blocage. Alors, en attendant, donc Christelle Edman, vous l'avez signé. Ça vous change? La dernière fois, c'était pour Schneider Electric. Ben voilà. Voilà. On ne change pas, vous êtes fidèles, c'est parfait. Nous allons continuer avec Frédéric Oliven, qui est le directeur général du groupe Audience. Ah, alors voilà. Donc, voilà, photo Christelle Edman. Ensuite, Frédéric Oliven, directeur général du groupe Audience. Milou Benaouda, directeur général, président Western Europe de Barilia. Attendez un petit moment que ça bascule bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors là, Milou, il faut que j'enlève. Voilà, Milou, il faut que tu mettes la charte devant toi. Voilà. Ok. Elle a voulu nous faire croire que tu étais en vacances. Hein. Non. Merci. Ensuite, Valérie Decaux, qui est la déléguée générale adjointe et DRH du groupe La Poste. Presque ça. Ce ne sera que moi. Ah, d'accord. Alors, Laurence Fulin. Elle est souffrante, en fait. Je suis désolée, elle est vraiment très, très mal. Voilà. Bon, j'ai fait signer ce matin, elle est repartie. Donc, voilà. Merci Laurence d'avoir assumé pour le compte de Valérie Decaux. Ouais. Laurence Fulin, du groupe La Poste. Ensuite, Jean-Claude Legrand, qui est directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal. On peut voir ta tête quand même. Ah, ça va. T'inquiète pas, c'est pour le même prix. Merci. Bravo, Catherine. À bientôt. Ensuite, Mathieu Fouquet, qui est le partenaire RH et secrétaire général de OnePoint. Et nous aurons... Non, j'ai pas eu. Non. OnePoint, non, pas là. Alors, on continue avec Yves Bertin, qui représente Majda Vincent, la DRH du groupe Sodexo, qui est lui-même DRH. Et nous terminons normalement avec Delphine Leroy, qui est la directrice générale de QBE. Alors, désolée, je devais venir en présentiel. Du coup, j'ai ma charte sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ouais, bravo. Merci beaucoup. Alors, dernier appel pour Mathieu Fouquet de OnePoint. Eh bien, écoutez, on va faire maintenant la photo de groupe. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il faut qu'on fasse assez vite pour les personnes qui doivent partir. Ah, Bruno, tu es là? Alors, Bruno, ah bah voilà, il nous en manquait un. Bruno Forestry de Radio France. J'ai pas fait à distance, donc je suis là. Alors attends, exceptionnellement, voilà, tu vas signer, voilà un stylo. Merci beaucoup. Bruno Forestry qui représente Sybille Veil, la présidente de Radio France. Voilà, ta charte. Super. Écoutez, bravo pour le timing, c'était vraiment impeccable. Franchement, vous avez un rythme soutenu. Félicitations. Alors maintenant, d'abord, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Je vais vous proposer de venir. Alors, vous voyez, effectivement, ici, nous avons nos signataires à distance. Je vais vous proposer de vous installer le long, à peu près jusqu'ici. Alors, comme toujours, les grands derrière, les petits devant, enfin, les petits, les moins grands. Et les moins grands devant. Comment sait-on sur les petits? Ben, tu te mets à côté d'Arnaud, par exemple, voilà, ça te donne un bon exemple. Voilà. Alors, c'est aussi la photographe Isabelle de nous dire... C'est lui, Isabelle. Voilà. Avec bien sûr Denis, la ministre.
Non. On va essayer de se caler au mieux. Est-ce qu'il y a... Alors, avant de lancer la photo... Est-ce qu'on voit bien tous les visages à distance, oui? Alors, je vais juste pour la photo... Tout le monde me voit, normalement je vois tout le monde. Alors j'ai compté jusqu'à 3 et tout le monde ouvre bien les yeux. 1, 3. Super, merci. Merci.